Salutations à toutes et tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la suite de ma collection de DVD Blu-ray, parce que j'en ai encore plein de nouveaux à vous montrer, plein de trucs nouveaux à dire, il y en a quasiment autant si ce n'est plus que pour la première partie, donc on va pas perdre de temps, on va y aller directement, et comme d'habitude, avant de vous parler des films, je vais évidemment vous parler des séries. Il y en a deux aussi, comme la dernière fois où j'avais Kaamelott et Westworld. Ce coup-ci, nous avons tout d'abord Gilmore Girl, qui est une série que j'affectionne tout particulièrement, qui alors pas bercé ma jeunesse, dans le sens où j'étais tout petit, non, c'était l'été de ma seconde, que je me suis bouffé l'intégrale de la saison en 2 semaines. Genre j'ai bouffé 7 saisons en 2 semaines, en mode manger, surtout que c'est dense, hein, c'est touffu. Hein. Ils l'ont bien compacté, mine de rien, parce que il y a quand même 7 saisons, à chaque fois à peu près de 24 épisodes, entre 22 et 24 à chaque fois, de 55 minutes, entre 50 et 55 minutes de moyenne. Donc énormément de contenu. Et c'est que du bonheur. Ça raconte donc l'histoire d'une mère et de sa fille, les Gilmore Girls. Et donc, du coup, elle l'a eu à 16 ans, et donc c'est un peu une histoire particulière entre sa mère et sa fille. Sur 16 ans d'écart, c'est vraiment pas l'âge naturel entre un parent et son enfant. Et du coup, ça fait des relations qui sont plus proches d'une amitié que d'une relation mère et fille. Et puis c'est tellement bien fait, les acteurs sont excellents. Et surtout, c'est une série qui a marqué. C'est-à-dire, en fait, c'est la série qui détient le record du nombre de mots prononcés à la minute. Mais genre à des kilomètres de distance. C'est genre ça parle. Une diarrhée verbale, mais. Enfin, en gros, c'est une série qui est extrêmement dynamique pour ses relations entre les personnages, leurs interactions ensemble. C'est génial, et donc merci à ma sœur de me l'avoir offert à ma fête l'été dernier. Et donc, c'est du bonheur. Derrière, il y a Netflix qui avait fait une suite 10 ans plus tard, après la 7e saison, qui avait des bonnes idées, mais que, bon, globalement, c'était sympa de les revoir. Mais ils en ont pas fait grand-chose. Et ça s'essouffle un peu quand même à la fin, on va pas se mentir. Disons que la fac devait apporter un souffle nouveau, qui finalement s'est assez vite essoufflé. Et derrière, c'est un peu traîné en longueur, et la fin était un peu décevante. Donc on était content qu'il y ait une nouvelle saison à Netflix, mais là encore, c'est pas vraiment une conclusion, et ça fait maintenant 5 ans qu'on attend une suite à la suite, et qu'il y a toujours pas, et qu'il y a souvent des rumeurs de relancement et tout, mais voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment excellent. Alors, deuxième série, où là, c'est vraiment mon petit bébé. C'est forcément dans le top 3 de mes séries préférées. Peut-être Westworld numéro 1, ça numéro 2 et Kaamelott numéro 3 peut-être. Ou il y a Lost au milieu, je ne sais pas. Enfin, c'est con. En tout cas, c'est dans le top 3 de mes séries préférées. Downton Abbey. Mon Dieu, que j'aurais aimé vivre au 19e ou au début du 20e siècle, voire même 18e, ça passait, c'était très bien. C'était des belles époques, on vivait bien, on vivait heureux, dans des bonnes valeurs. Mais c'est que du bonheur, Downton Abbey. Downton Abbey, c'est quoi? C'est une série qui se passe au début du XXe siècle. Précisément, ça démarre en 1912. Et donc, c'est une série qui raconte un peu la vie dans le domaine Downton, où c'est donc la famille des Crowley, qui est une riche famille de noblesse britannique de l'ère post-victorienne, mais encore très ancrée dans les coutumes et les mœurs victoriennes. Et donc, c'est leur histoire de la richesse en haut et pas le petit peuple, enfin voilà, tous leurs servants, et oui, enfin, c'est un peu le petit peuple, oui, en bas. Et donc, c'est une série qui est absolument magnifiquement écrite, remarquablement interprétée. Les acteurs étaient systématiquement tous les ans nominés aux Emmy Awards, et tous les ans quasiment ils repartaient avec des prix. C'était vraiment une série exceptionnelle. Toutes les intrigues sont savamment orchestrées, toujours des rebondissements incroyables. C'est presque du soap,
ou en mode Oh, Jenny! C'est comme ça. Mais en version de l'époque, machin, ça fait un truc vraiment exceptionnel. Vraiment, on s'intéresse sur la moindre petite histoire, le moindre personnage, on s'intéresse à fond dessus. C'est brillantissime. Et donc là, c'est l'édition Prestige, donc c'est l'intégrale des 6 saisons, avec à chaque fois les films, des films qu'il y a eu entre les saisons 3 et 4, 4 et 5 et 5 et 6, et le 6e film de Noël. Enfin, je sais plus si on a eu 4 ou 3 des films, des téléfilms, mais en tout cas, voilà, ils y sont. Et il y a aussi le film d'Anton Abbey. Il y a tout. Il y a tout. C'est l'édition Prestige. De quoi bien se préparer pour en mars prochain, quand le 2e film d'Anton Abbey sortira. Et là encore, le premier film d'Anton Abbey qui est arrivé quelques années après la fin de la série, 3 ans après, un truc comme ça, était encore une fois une claque monumentale. On va pas se mentir, c'est un peu redondant, on va dire, à force, même si c'est toujours aussi passionnant, toujours aussi bien écrit, toujours aussi bien interprété. Bah, à force, c'est pas que ça tourne en rond, mais en fait, c'est un truc qui fait du bien à voir un peu de temps en temps. Ouah, se mater comme un bourrin d'affilée, ça marche aussi nickel, ça marche très très bien. Mais en fait, c'est un truc qu'on aime y revenir régulièrement dessus. Donc un petit film de temps en temps, ça va faire un bien fou. Et le premier film a été un immense succès, et c'était vraiment du pur caviar de concentré de la série. Immense oui pour Downton Abbey le film, et donc toute la série, c'est vraiment... C'est de l'art de vivre en bar. C'est comment le monde était meilleur, était 1000 fois meilleur à l'époque. Et c'est un immense oui. Maintenant, on va pouvoir passer au film, où on va boire un peu plus, parce qu'il y en a plein. Alors, je vous avais bien évidemment parlé de Chappie Chapeau, film de Neil Blomkamp. Et Neil Blomkamp, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien évidemment fait District 9. C'est le film de science-fiction qu'il a fait connaître. C'est imaginer que y a des extraterrestres qui débarquent sur Terre. L'arche de Noé, quoi. C'est genre... ouais, bon, et en fait, on savait pas trop où aller. C'est genre un peu notre planète, elle est un peu crevée. On est arrivé dans un vaisseau de la galère. Le vaisseau est tombé en panne une fois arrivé sur Terre. Donc voilà, on est là. Et on est vraiment des crève-la-dalle, des miséreux absolus. Ah ouais, mais nous, ça nous intéresse pas des masses, des crève-la-dalle, parce que déjà sur Terre, on est un peu trop nombreux. C'est pas vraiment la joie absolue pour tout le monde. Financièrement, on est un peu en galère. On va vous parquer comme des porcs, et puis voilà, démerdez-vous. Comment l'asile, si vous fermez vos gueules? Ok, ok mon gars, vive le premier contact alien-humain. Donc c'est ça District 9, et c'est brillant, c'est brillantissime. C'est en mode documentaire, et c'est à voir absolument mon gars. Rien à voir, mais là en fait je les prends dans l'ordre comme ça, pas vraiment de tri. Donc un peu suspense à chaque fois, quel va être le prochain film, pas vraiment de thématique, du coup voilà, nickel. Arrête-moi si tu peux. Il y a Tom Hanks et Leonardo DiCaprio, c'est l'histoire de Frank William Abagnale Jr., qui, dans une belle époque des années 50-60 ou même 70, je sais plus, enfin en tout cas à une époque où la vie était bien meilleure, Frank William Abagnale Jr. s'est dit mais dis donc, si je posais mes couilles sur la table, parce qu'elles sont vraiment énormes. Et elles étaient vraiment énormes. Et donc en fait c'est un gars qui va dire bah dis donc, les gars de la Paname, les pilotes de ligne, non seulement ils pètent la classe de chez c'est pas permis d'être aussi BG, euh, ils se tapent du coup absolument tout ce qu'ils veulent, toutes celles qu'ils veulent, donc, et ils ont une paye monumentale, ils ont tout compris à la vie. Et si je m'inventais justement une vie comme quoi je le suis, moi, ça serait pas bien? Bah si, ça m'aille bien. Et voilà, s'arrête-moi si tu peux. Regardez-le, c'est un film exceptionnel, c'est vouloir passer comme ça de temps en temps, c'est que du bonheur en barre. Il y a des passages un peu plus tristes, mais c'est un film qui fait du bien, c'est un film qui te dit, quand t'as bon fond, tu t'en sors, même si t'essayes de faire des mecs, tu t'en sors. Et
même s'il peut y avoir du karma ou truc comme ça, c'est parce que moi, je suis du bon fond, ça va bien se passer, mon gars, ça va bien se passer. Voilà, faut essayer dans la vie, faut tenter, faut pas avoir peur. On va faire celui-là avant. Du coup, Tom Hanks, Forrest Gump, évidemment. Voilà. Y a-t-il besoin de présenter Forrest Gump? C'est l'histoire des États-Unis, racontée du point de vue de quelqu'un. C'est impressionnant, en fait, il était là, quoi. C'est genre, il a vécu toute l'histoire des États-Unis, enfin toute l'histoire moderne des États-Unis. Si vous voulez l'histoire d'avant, regardez The Revenant ou Gangs of New York, sur vraiment la fondation des États-Unis. Mais donc, Forrest Gump, il avait tout vécu, tout ce qui était important sur les décennies 60, 70, 80. Il a tout vu, il a tout fait, il était là. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez l'art ou le cinéma ou la culture si vous n'avez pas vu Forrest Gump. Il faut le voir. Voilà, c'est beau. C'est dur, c'est comme la vie, c'est dur, mais c'est beau. Il faut. Forrest Gump. Alors là, je ne saurais pas vous dire. J'étais tombé dessus, je ne sais plus pourquoi. Franchement, enfin, si, parce que il y a Gwyneth Paltrow, il y a Matt Damon, il y a Jude Law, il y a Kate Blanchett. Et je crois que c'était l'histoire d'un truand, un peu genre arrête-moi si tu peux, de ce que j'ai cru comprendre. Donc ça avait l'air vraiment sympathique, cette histoire. Et genre le Blu-ray 9 était genre à 4 €. Je me suis dit, bon bah banco, hein, c'est parti. Et bah il y a eu d'autres arrivées derrière, il s'est retrouvé sous la pile et je l'ai oublié. Donc bah, je vais le mettre de côté parce que oui, il faut que je me le regarde ce truc. Il paraît que c'est vraiment bien. Il y a une très très bonne critique, donc moi-même je ne sais pas, donc à voir. Je crois que c'est l'un des 2 seuls films de ma collection que je n'ai pas vu, que j'ai mais que je n'ai pas vu. Alors, bah tiens, bah attends, on va refaire un peu de Tom Hanks au passage. On va rester dans Tom Hanks. Il faut le sauver, le soldat Ryan. Alors, c'est l'un des plus mauvais de Spielberg, j'aurais tendance à dire. Mais bon, bah la scène, voilà. La scène de l'arrivée sur la plage de Normandie, le débarquement. Et c'est globalement un film qui dit, ouais, les Américains, comme ça, mais c'est surtout un film honnête qui dit que les Américains, c'est tous des enculés, des tarés, des psychopathes qui étaient là pour massacrer du nazi. En mode, ils sont pires que les nazis, honnêtement. Ils sont vraiment là pour faire de la charpie. Ils rasent les villages français, ils n'ont rien à battre de rien du tout, ils respectent absolument rien. Ils violent la première qui passe, ils en ont rien à carrer d'absolument rien. Et ils sont juste là pour massacrer du nazi. C'est-à-dire le gars il balance son drapeau blanc, secours, je me rends, voilà, je suis une petite salope, je vais tout vous balancer, si vous voulez gagner la guerre, voilà, je balance tout, à l'origine, moi je suis pas un méchant nazi, je suis là parce qu'on m'a enrôlé de force, voilà, moi collaboration, je veux aider. Ouais, t'es un nazi, je veux un couteau de 25, 50. Calme-toi, madame, ça fait 250 coups de couteau que tu l'as balancé. Non, bah non, massacré du nazi. Waouh, les Américains étaient des tarés absolument à la Seconde Guerre mondiale, voilà la preuve. Pas la preuve. Non, c'est du cinéma, mais voilà. Au moins, c'est un peu honnête parce que réellement. Vu les villages qu'ils ont rasés, vu qu'à chaque fois qu'il y a une guerre quelque part, les Américains, c'est viol parti. C'est un minimum honnête sur l'état d'esprit des Américains, quoi. Pendant les guerres, c'est vraiment les pires des ordures. Et voilà une illustration, à défaut d'une preuve. Hein. Oui, parce que les mots, non. Voilà. Passons à beaucoup plus de douceur. Voilà. Voilà, que de violence, non calme-toi, madame. Donc, bien évidemment, le château dans le ciel de l'animation, Hayao Miyazaki, pas son meilleur, mais pas loin. Franchement, il est sur le podium largement. Pour moi, dans mon cœur, c'est Nausicaa de la Vallée du Vent, que je n'ai pas encore, mais voilà, ça c'est en fait. Nausicaa, il est un peu plus difficilement abordable. Il est moins. Enfin, plus un peu psychédélique, perché. C'est pas le genre de Miyazaki, on dit tiens, vas-y, commence le Miyazaki par Nausicaa. Pas du tout. C'est une mauvaise approche. Alors que le château dans le ciel,
si tu ne connais pas Miyazaki, tu ne connais pas trop l'animation japonaise, il est très spécial. Enfin, il y a vraiment des designs particuliers sur la Pyota et compagnie. Il est très sombre, c'est quand même, hein, c'est du Miyazaki. Mais c'est loin d'être un Miyazaki qui part dans tous les sens en mode à la fin tout le monde se sacrifie et tout le monde qui est mort, machin, non, quand même pas, faut calmons-nous. C'est plus sur la poésie, sur la romance, c'est beau. C'est beau, c'est léger. Non, c'est extrêmement lourd. Aérien. Voilà, c'est de la douceur. Et c'est vraiment c'est peut-être la meilleure porte d'entrée, je trouve, pour l'univers de Miyazaki. Pour mieux l'appréhender derrière, et pour aussi un peu l'animation japonaise. L'un des plus beaux, plus poétiques, et c'est vraiment un scénario passionnant, parce que c'est vraiment de l'aventure, la découverte, le voyage, hein, l'onirisme, les mystères de l'histoire de l'humanité. C'est beau, c'est puissant, c'est fort. La musique, voilà. Le château dans le ciel. Nous enchaînons avec Mitten his Herz, ein Song für dich. Music and Lyrics en français, ou non, Music and Lyrics en VO et le comeback en français, voilà, c'est ça. Mais de toute façon, il y a la version française là-dedans. C'est tout simplement l'une des meilleures comédies romantiques qui a jamais été faite. Avec le charismatique et exceptionnel Hugh Grant, avec la sublime et sensuelle Drew Barrymore. C'est magnifique, c'est la romance dans l'univers de la musique et tout. C'est beau, voilà, il fait pas beau. Une journée pluvieuse, comme ça, t'es sous la couette, qu'est-ce que t'as envie de te regarder? T'as envie de te regarder une belle comédie romantique, voilà. Et c'est l'une des meilleures du genre. Donc, le comeback, Music and Lyrics, à voir. Merci à maman, passage pour m'avoir offert à ma fête l'an dernier. Voilà. Nous avons... Oh là, oui, ça s'enchaîne. Oh là, ça s'enchaîne. Non, ça n'a rien à voir. On va faire ça plutôt comme ça. Tout d'abord, The Iceland de Michael Bay. À l'époque où il avait un scénariste avec lui. Donc c'est une histoire très intéressante, un film de science-fiction, parce que j'adore la science-fiction, bien évidemment, vous le savez. C'est un film donc avec Ewan McGregor et Scarlett Johansson. Et voilà, il y a une espèce de loterie où à chaque fois, celui qui est choisi, il gagne son ticket pour l'île, qui est le dernier endroit sur Terre vivable, et qui est tout beau, voilà, c'est bien. Mais à chaque fois que, bien sûr, génial, vous avez gagné, vous allez pouvoir sortir de cet univers confiné, il y a toujours une douille. Il y a toujours une douille. Excellent film. Enfin, très bon. Ouais, non, pas excellent. On va se calmer, très bon. Alors, bon, bah, Time Out, je vais même pas vous en parler. Je vais juste vous dire d'aller voir ma vidéo que j'ai fait consacrée au film Time Out. Et donc, bien évidemment, qui dit Time Out dit la version améliorée sortie bien avant, Bienvenue à Gattaca, ou donc Eternal Yuma Thoman Yodlo, où le principe c'est que ça se passe dans un futur où, bon, bah, ça va bien 2 minutes de faire des enfants normalement, mais bah, c'est quand même mieux de choisir les gènes, les bons gènes, pour faire des gens performants, intelligents. Du coup, c'est-à-dire que tu choisis si tu veux faire un sportif, bah, tu choisis des gènes sportifs. Si tu veux faire un intellectuel, tu choisis des gènes intellectuels. Donc en gros, tu préprogrammes les futures naissances pour de futurs métiers. Et est-ce que c'est bien quand tu obliges les gens enfin, quand tu décides pour les gens à leur place? Voilà. L'un des meilleurs films de science-fiction de l'histoire et un must de son genre. À voir absolument. Donc là, comme j'ai fait Time Out, Tigre et la neige, allez voir absolument ma vidéo de Lisa Effect dessus. We Are Your Friends. Rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo de Lisa Effect dessus, histoire que je vous en parle.
Voilà, mais oula, je vous ai rien dit. Je vous ai rien dit. Ah, c'est le cadeau de milieu de vidéo. C'est pour les vrais. Oh, on va bientôt arriver au coffret. Bah, je vais faire une pause coffret du coup. Vous vous rappelez quand je vous avais parlé des Spider-Man de Sam Raimi, donc la trilogie. Et bah, il se trouve que je suis un petit peu fan de Spider-Man. Léger, léger. Du coup, bien évidemment, le diptyque avec Andrew Garfield. Le diptyque, bientôt triptyque, la trilogie avec Tom Holland. Et Spider-Man New Generation. Voilà, je n'ai strictement aucune attente sur No Way Home, bien évidemment. Je n'ai pas 3 kilos de sel à balancer dans des conditions dantesques. Si jamais il manque un Tobey Maguire, Andrew Garfield ou même Gwen Stacy, enfin Emma Stone, s'il manque qui que ce soit, ça va chier des bulles sévères. Je préviens que ça va voir rouge. Hein. Si je n'ai pas l'un des chefs-d'œuvre absolus de l'histoire du cinéma, ça va chier tout simplement. Parce que vous avez, avec No Way Home, vous avez le potentiel pour faire un des tout meilleurs films de super-héros de l'histoire. Donc si vous chiez cette réunion ultime, je vous chie dans les bottes. Voilà, c'est dit, c'est annoncé. Allez vous faire foutre si vous faites de la merde. Avant de passer au compile, je vais d'abord vous parler d'un petit plaisir coupable. Dites bonjour à American Pie 1, American Pie 2, American Pie Marion-Lay, donc le 3, et American Pie 4, Réunion. Voilà, j'ai la quadrilogie. Voilà, voilà. Il a craqué, il a craqué. American Pie, bon, on va pas se mentir, c'est des comédies de teenage en mode blague sur le sexe, le cul, on est tous pervers absolus. Bah oui, on est tous pervers absolus, on est des êtres humains. C'est un peu dans la nature humaine d'être des pervers absolus. On aime avoir des comédies un peu pas de plafond, sur des bandes de potes où c'est juste du kiff, on vient kiffer la vie, kiffer la vibes. C'est ça, American Pie, c'est que du kiff. Et plaisir coupable, même pas tant que ça. Ouais, il y a le 3 qui est un peu écrit à la truelle. Mais franchement, c'est des films tout à fait acceptables. Et c'est vraiment des films où tu t'en ressors, voilà, t'as passé un excellent moment, quoi. C'est une bande de potes, t'aurais envie d'être pote avec eux, ou ça te rappelle tes potes à toi, et genre voilà, c'est un truc de potes, c'est genre, c'est du kiff, c'est bien. Et ça te parle de cul, mais ça te parle plus de cœur, limite. C'est oui le sexe, mais le sexe, c'est pas baiser, c'est faire l'amour. Pardon, mais oui. Parce que voilà, le sexe c'est mieux avec des sentiments. Et American Pie le dit mieux que 90% des films qui existent sur le sujet. Donc oui, American Pie, je considère ça comme des comédies romantiques et plutôt bien écrites. Hop, oui, c'est dit, c'est dit, c'est dit. Bon, bah histoire de passer un peu vite fait sur... Ouais, non, bah non, on va faire que ça du beauf. On va faire quasiment que ça du beauf. Bon, bah juste pour rester dans le beauf ultime. Les Transformers, bien évidemment. Les Transformers. Alors, on va pas se mentir, globalement, c'est écrit à être ruelle. Mais le 3, ils ont essayé quelque chose avec le 3. Ils ont vraiment dit... Allez, ce coup-ci, on va faire les choses bien pour le 3. Parce que ça va être la fin d'une ère, machin. Donc le 3, bah, on va mettre John Malkovich, on va mettre Patrick Dempsey, Frances McDormand, voilà. On met du lourd, et surtout, on met un scénariste. Parce que oui, non, ils n'en avaient pas trop embauché pour les deux premiers. Puis derrière, ils se sont dit, bah non, mince, Transformers 3, ça a été les meilleurs critiques de la saga. Les gens l'ont surkiffé, ça a été un succès colossal au box-office. Non, c'est surfait, du coup on va les virer pour les épisodes suivants. Allez vous faire foutre. Mais donc, ouais, non, Transformers 3, c'est génial. Ça part d'un bon gros délire à la Transformers, ça cherche pas forcément à être méga réaliste. Mais du coup, ils font la théorie du complot sur la face cachée de la Lune et tout. Et ça part sur autre chose.
C'est-à-dire que d'habitude, Transformers, c'est toujours le méchant Mégatron, machin. À chaque fois, il revient. C'est abusé comment ils savent rien faire d'autre que faire revenir Mégatron à chaque fois. N'importe quoi. Et du coup, pour le 3, en fait, c'est plus les humains, les méchants dans l'histoire, en mode collabo. Et ça permet des choses très intéressantes et même des performances d'acteurs, n'ayant pas peur de le dire. Shia LaBeouf fait une performance d'acteur à certains moments du film. John Malkovich est excellent dans le film. Patrick Dempsey est excellent dans le film. Non, je suis désolé, mais Transformers 3, c'est un des meilleurs blockbusters que j'ai jamais vu. Ça envoie du archifat. Ça prend son temps pour installer vraiment l'intrigue. Et limite, ça ne met quasiment aucune scène d'action sur les 2 premières heures du film. Ça atteint vraiment le climax pour balancer du archifat. Et c'est pas du archifat comme d'hab, où c'est les robots qui se castagnent et puis voilà quoi. Non. Non, non, là je vous le spoil histoire d'eux, mais genre il y a Shia LaBeouf à main nue façon de parler, mais enfin genre man to man, one versus one, l'homme versus la machine, en combat, et il gagne. Il bute un Autobot, enfin un Decepticon, en 1v1. Et pas avec des armes à feu ou trucs comme ça, non, non, à main nue. Enfin, quasiment à main nue, quoi. C'est insane. C'est insane. Transformers 3. Et bon, bah, faut se taper un peu l'humour de beauf, quelques trucs un peu qui feraient crier un peu tout le monde au niveau masculinité toxique de nos jours, mais d'où le fait que derrière il fasse un quasi-remake du premier en version féminin avec Bumblebee. Ce qui fait que personnellement je le trouve moins intéressant que le premier Transformers, Bumblebee, même si c'est moins une catastrophe que les 4 et 5. Au limite, je trouve que le 4 c'est vraiment le pire de tous. Le 5, il y a 2-3 trucs où ils ont essayé. Globalement, c'était vraiment pas ouf. Et malheureusement, je crois qu'on n'aura jamais la suite du 5. Qu'ils vont partir sur des trucs un peu bizarres. Surtout, ils l'ont décalé, mais bon, je sais pas trop quoi attendre de l'univers Transformers pour les années à venir. Surtout que malheureusement, on a perdu Jack France. Donc, lui qui était le doubleur officiel de John Goodman, qui doublait Optimus Prime. Ça fait un peu mal. Mais voilà. Bref, Transformers, c'est du pur kiff, c'est exceptionnel. Nous avons... Ah ouais, on va se calmer un peu sur les trucs de beauf. On va passer un peu à du M. Night Shyamalan. Nous avons Signe, Sixième Sens et Incassable. Bon, bah, Sixième Sens, c'est... Voilà... Y a-t-il besoin de le préciser, enfin de le présenter? Je peux pas vraiment vous dire quoi que ce soit dessus, si ce n'est que donc il y a Bruce Willis qui va voir aller jouer Osment, qui voit des choses, qui entend des choses. Donc c'est un thriller vraiment captivant et masterclass. Nous avons toujours avec, réalisé par Monsieur Malan avec Bruce Willis, Incassable, que ça a été une déception assez monumentale quand je l'ai vu à la sortie. J'ai eu un peu de mal après à me le revoir. Puis après, je m'étais refait pour la sortie de Glass, où je me suis dit finalement c'est bien. Et avec le temps, franchement, je l'aime bien, Incassable, avec le temps. Je le trouve bien. Parce que c'est pas... On avait un peu trop de hype en mode super-héros. Il fallait pas. C'est plus version thriller. Mais c'est vrai qu'objectivement, la fin est bancale. S'il y avait une meilleure fin, le film serait vraiment excellent. Mais la fin est un peu bancale, on va pas se mentir. Mais globalement, c'est... On aime bien en plus... Enfin, moi, personnellement, j'aime bien tout ce qui est histoire de super-héros en version... L'origine du super-héros, comment est-ce qu'il naît, comment est-ce qu'il se façonne, se forme, ses motivations et tout. Et Incassable, c'est ça en version vraiment très intériorisée, conceptuelle. Il divise effectivement le film, mais foncièrement je le trouve bien réussi.
Et sinon, pareil, Signe, où j'avais aussi un peu de mal. C'est un peu une marque de fabrique de M. Shyamalan, visiblement. C'est-à-dire qu'on a un peu de mal avec ces films au début, puis on finit par les apprécier avec le temps. Et au final, Signe, je trouve que c'est un des meilleurs films d'invasion extraterrestre, viscéral et vraiment orienté sur l'humain. Et là encore, ça fait mal parce que Mel Gibson, donc comme John Goodman, son doubleur était Jack France, qui nous a quitté cette année. L'un des plus charismatiques doubleurs qu'on ait eu, avec Patrick Poivet, qui lui aussi nous avait quitté l'an dernier. Décidément, les légendes françaises du doublage, on a eu mal ces dernières années, on a eu mal. Et malheureusement, le prochain Arme Fatale sera sans Jack France, donc ça... Bref, donc Signe, c'est donc Mel Gibson et Joaquin Phoenix, donc qui sont deux frères. D'ailleurs, il y a aussi Abigail Breslin qui joue sa fille. C'était à peu près en même période que Little Miss Sunshine. Et donc en fait, c'est vraiment sur une petite famille à la campagne, dans sa ferme. Et c'est centré sur eux, sur comment est-ce qu'ils appréhendent une hystérie collective. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, comment est-ce qu'ils vont réagir à la violence psychologique que c'est de se sentir menacé en mode extinction. Est-ce que vraiment, s'il y a effectivement une invasion extraterrestre, et si effectivement ils sont hostiles, est-ce que déjà ils vont survivre et que va devenir l'humanité, tout simplement? C'est un film complètement psychologique, 100% psychologique, totalement humain, et c'est brillant. Peut-être mon M. Night Shyamalan préféré. Voilà. Nous avons de l'aventure. Nous avons Jumanji, l'original. Nous avons Jumanji, la suite après. La suite, enfin. Suite reboot, machin, avec Dwayne Johnson. Je trouve ça divertissant, mais sans plus. Du coup, j'ai même pas regardé la suite parce qu'il paraît que c'était vraiment pas terrible. Enfin, très redondant en tout cas. Ou que, en fait, j'avais pris ça parce que, en plus, limite, je m'en fous de Jumanji, le nouveau. J'avais déjà Jumanji. Je l'ai en double, c'est terrible. Je l'ai en double. Donc en fait, j'avais pris parce que en fait, je voulais me le revoir Hook. Et qu'en fait, les 3 films étaient pour 5€. 9. Je me suis dit, ah, ok, je vais pas me payer Hook à 15€ tout seul alors que je peux avoir les 3 pour 5€. Il y a des limites à être con. Donc du coup, bah voilà. Parce que je voulais me revoir Hook. C'est un peu film de Noël, film d'enfance. Et c'est pas bon. Honnêtement, c'est pas bon. À chaque fois, je me dis non, quand même, j'abuse. C'était pas si mauvais. C'est quand même Robin Williams. C'est quand même l'histoire de Peter Pan. Ça ne peut que être bon. Spielberg, voyons. Film d'enfant et tout. Ça ne peut que être bon. Comment est-ce que ça a pu être raté? Non, bah non, du coup, je me crois pas moi-même. Je veux me le revoir et puis non, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est les effets spéciaux, même pas les effets spéciaux, mais genre effets d'incrustation, effets de cascade. Non, c'est cheapos, même pour l'époque, c'est archi cheapos. C'est zéro effort de la part de Robin Williams pour entrer dans le personnage. Physiquement, enfin, c'était. Ouais, non, ça fait. Bon, ailleurs, on s'en fout qu'ils sont un peu rondouillards pour le rôle. Et du coup, ça soit pas très crédible pour les phases d'action. Mais non, 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 vraiment, c'est mal écrit, c'est poussif, c'est archi long. Mon Dieu, que c'est long. Oh. Et non, non, c'est mal écrit. Et Dustin Hoffman, mon Dieu, Dustin Hoffman en crochet. Ça aurait pu, franchement, ça aurait pu, c'est un excellent acteur. Mais qu'est-ce qu'il a de bottine? Et qu'est-ce que tous les enfants sont en roue libre absolue? Oh, la direction d'acteur sur ce film est une catastrophe. Et si même enfant, je n'ai pas accroché, non, c'est que vraiment le film est mauvais. J'ai essayé, hein, vraiment, j'ai dû le voir 5 fois dans ma vie, Hook. À chaque fois, j'ai essayé, à chaque fois, je le trouve mauvais. Donc bon. Nous avons ensuite, du plaisir coupable,
avec bon, la sombre merde de Godzilla de Roland Emmerich. Hein. Écrit à la truelle, interprété à la truelle, filmé à la truelle, évidemment. La version de Gareth Edwards est infiniment meilleure, mais bah, peut mieux faire. En fait, la version de Gareth Edwards est exceptionnelle visuellement, mais pauvre, une catastrophe au niveau du scénario. Donc, bah. Ouais. Mais par contre, attention, 2012, j'aime beaucoup 2012, c'est très impressionnant visuellement. C'est écrit à la truelle, tout à fait, c'est toujours écrit à la truelle, les films de Roland Emmerich. Mais en fait, Roland Emmerich a besoin de scénaristes. Parce que il ne sait pas écrire des films. À chaque fois, c'est vraiment genre, il fait genre que c'est vaguement scientifique, mais non, bah non, excuse-moi, je suis allé au moins jusqu'à la sixième, je sais que non, c'est débile profond. Pardon, la liquéfaction de la croûte terrestre. Hein. Tout à fait, ouais. Et comme d'habitude, là, les personnages sont des stéréotypes ambulants, mais c'est un réalisateur de génie. C'est des scènes dantesques, c'est visuellement grandiose. Donc quand on cherche du spectacle spectaculaire, Roland Emmerich, 2012, le jour d'après, des scènes qui restent, même, donc c'était quand même il y a 12 ans, 2012, et le jour d'après c'était même genre il y a 16 ans, mais donc c'est grandiose visuellement, et voilà. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, étant donné que ça sort très très bientôt, on m'a offert donc la trilogie Matrix. Alors, pourquoi Blu-ray et pas Blu-ray 4K? Parce que le remaster a enlevé cette patine un peu verte qu'on avait notamment sur tous les... Enfin non, même sur les passages dans la matrice. Ce qui fait qu'il y avait vraiment une dissonance visuelle entre le monde réel et la matrice. Si un peu prendre les spectateurs pour des cons globalement, mais c'est une recherche visuelle, c'est une idée de mise en scène, c'est totalement bon. Enfin, mais puis non, Matrix c'est vert. Je suis désolé, c'est vert. Donc en fait, même au cinéma, c'était pas comme ça, mais je l'ai pas vu au cinéma. Donc je les ai découverts, je sais plus, bon, en téléchargement comme un connard, je suppose. Mais du coup, je les avais vus plusieurs fois et en fait, c'est vraiment cette patine verte qui m'avait marqué. Et je m'étais dit, non, bah non, j'ai besoin de me revoir. Quand je me voudrais me les revoir, c'est-à-dire très bientôt, là, pour préparer la sortie du 4, je veux cette patine. Donc voilà pourquoi les Blu-ray et pas les Blu-ray 4K. Parce que effectivement, j'ai tendance à prendre plus des Blu-ray 4K pour des films un peu visuellement grandioses. Quand ça se justifie, c'est-à-dire que quand c'est des films un peu trop vieux, c'est pour ça qu'il a le Soldat Ryan en 4K. Okay, le 4K était moins cher que le Blu-ray normal. Je ne comprends pas non plus, mais voilà, c'est le cas. C'est pour ça. Des fois, faut pas chercher plus loin. C'est voilà. Après tout, l'argent, ça tombe pas du ciel, donc autant acheter ce qui est moins cher. Se faire plaisir, oui, mais autant rester crédible et intelligent, quoi. Voilà. Donc là, pour le coup, voilà. Donc Matrix, pourquoi Matrix? Parce que c'est une trilogie de science-fiction qui te questionne sur la réalité et tout. Non, surtout des délires visuels, c'est grandiose, visuel. C'est plein d'idées très très novatrices de mise en scène. C'est un film qui a vraiment marqué l'industrie du cinéma par son approche et tout. Donc voilà, c'est un excellent divertissement, bon film de SF, plein de qualité. Plein de qualité. Et pour terminer, voilà. Et oui, parce que ça touche déjà à sa fin. Mais vous inquiétez pas, bien évidemment qu'en 2022, on aura une partie 3. Qui en doute, hein, qui en doute, sachant que mon anniversaire et Noël arrive. Voilà, qui doute qu'il y aura une partie 3 un jour? Il y aura même une partie 25, hein, putain. Non, faut pas déconner. Au bout d'un moment, non. Mais je pense qu'on peut au moins tabler sur 5-6 parties, c'est évident. C'est évident, surtout quand j'aurai déménagé, j'aurai ma maison et j'aurai de la place. Évidemment qu'il y aura une partie 4 et 5. Et que la partie 3 est imminente. J'aurais peut-être pas encore déménagé pour la partie 3. À voir. Mais en tout cas, terminons cette vidéo là-dessus. Jurassic Park.
Alors, la trilogie en 4K. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas mis Jurassic World 1 et 2? C'est des bons films, hein. Franchement, je me les reverrai probablement. Enfin, ça dépend en fait du troisième, selon si ça conclut bien ou pas, si je me sens floué ou pas. Et bah, c'est surtout que je pense que ce sera plus intéressant de me prendre la trilogie complète quand ça sortira. Parce qu'il y avait effectivement des versions avec le 4 et 5, hein, mais c'était largement plus intéressant. Là, c'est, vous imaginez, 15 balles pour 3 films en Blu-ray 4K. De base, tu vas dans le commerce, tu l'as 25-30 euros le Blu-ray 4K. Sur Amazon, quand il sort, il est 25 balles ou 20 balles le Blu-ray 4K. Dans le meilleur délai, je le trouve à 15 balles le Blu-ray 4K. Donc, bon, on va dire, tu le payes à 10 balles dans le cadre d'une promo ou d'un coffret. Allez, fou. Si t'as du bol, tu le trompes sur 30 euros. Là, c'est 15 euros, 5 euros le Blu-ray 4K. Bien évidemment, je l'ai pris la trilogie. Même si je suis pas spécialement fan du 3. Mais le 1, bah, classique de chez classique. Et le 2 sous-côté. Franchement, je l'aime beaucoup le 2. J'aime beaucoup le 2. Est-ce que ça va être le fait que Jeff Goldblum a une classe, mon dieu? Ian Malcolm, bien sûr. Qu'est-ce que Jurassic Park? Bien sûr, c'est dépenser sans compter. C'est faire un parc en prenant de l'ADN de dinosaures retrouvé dans de la sève d'arbre. Enfin, dans une piqûre de moustique conservée dans de la sève d'arbre. Et voilà comment on a pu reconstituer des dinosaures avec de leur ADN et du clonage. Et voilà. Qui n'a jamais rêvé de visiter un parc d'attractions avec des dinosaures? Mais quel enfant des années 90 n'a pas grandi en rêvant de dinosaures tout le temps? Que c'était fou. Et que est-ce que ça va avoir avec le fait que le film dure 2h30, que les VHS durent 1h30, et que du coup ma mère a fait un cut de la mort de 1 heure. Elle a viré 1 heure de film. Ce qui fait que un peu tout ce qui était un peu violent, dérangeant, elle l'a viré. Voilà. Moi quand j'étais petit, quand ils escaladent la clôture, bah ils passent de l'autre côté, mais peinard quoi. Il se passe rien sur la clôture. Le gars qui va aux toilettes, bah on sait pas ce qu'il est devenu au final, non? Aucune idée. Dinosaure qui font, non, je sais pas. Aussi là, quand le gars il est de sa voiture sous la flotte là et qu'il y a le lézard à collerette, on sait pas ce qui se passe. Non, je sais pas, ça coupe à un moment. Non, non. Oh la censure parentale. Bah du coup, on m'a fait passer un PG-13 pour un PG. Hein. Du coup, les dinosaures, c'était bouché trop mignon. Même le T-Rex, il est tout gentil. Bah ça, il fait boubou au Vélociraptor qui était un peu taquin. Ils ont tué personne dans le film, mais ils étaient taquins. Oh là là. Ah, quand je l'ai redécouvert des années plus tard, je fais Maman, maman, viens voir ici. Maman, qu'est-ce qui se passe? On m'a menti. Voilà, Jurassic Park. Un parc des dinosaures, et voilà. C'est que du bonheur. Et bien voilà, je vous ai parlé de tous ces films. Et séries, bien évidemment. Downton Abbey. Oh, ma rendez-vous en mars pour Downton Abbey 2, le film. Voilà pour ma collection de DVD Blu-ray. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a donné envie d'en voir certains dans le lot. Et que j'ai su vous partager ma passion du cinéma et de la culture cinématographique. Et pas que, hein. Pas que. Bref, voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Lisa Effect. À condition que Lisa soit disponible. Et que j'écrive incessamment sous peu ma critique, enfin ma vidéo, pour lui envoyer le texte et tout. Donc voilà. Allez, à la prochaine. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, mon site internet évidemment, même si généralement ça spoil un peu parce que des fois je vous sors ma critique du truc avant. Mais là de toute façon j'ai déjà sorti une critique sur les 2 prochains qui viennent. Donc c'est des films que je me revois. Mais bref, allez. À bientôt. À bientôt.